Oh, c'est pas tout à fait mon domaine, mais c'est la façon d'être malade, être malade. Être malade et tomber dans un aspect conventionnel de soumission à la maladie et aux soignants. Je suis troublé par ça. Beaucoup de progrès ont été faits. Quand je critique ça par rapport aux salles communes, aux tuberculoses, aux pesteux, que sais-je, aux isolements sur des îles de pestiférés, tout ça a progressé. Mais reste encore la singularité vraiment très très étrange de je deviens une maladie parce que j'ai une maladie et je suis en soumission avec celui qui est censé m'accompagner vers la guérison. Un exemple, j'ai un cancer. Ça marche bien en chimiothérapie et en chirurgie. Et je suis en rémission. C'est un terme terrible. Ça veut dire que je te tiens. Je te tiens. Moi qui te dis tu es en rémission, ça veut dire que tu vas redevenir malade. Jamais on me dit tu es guéri et j'accompagne ta guérison, et éventuellement tu rechutes. Voilà quelque chose qui me bouleverse. Et je suis persuadé que dans 100 ans, dans peut-être moins, les gens guériront plus et se réapproprieront la course de leur vie. Et ne seront pas tenus comme ça à l'accrochage d'une maladie qui bouscule ce qu'est notre vie. Dans le fond, qu'est-ce que c'est notre vie? C'est passer notre vie à éviter l'idée de mort. On passe notre vie à ne pas penser à notre mort. Et une maladie vient rapprocher cette notion terrible de notre disparition. Et donc, vraiment, le cliché, c'est la rationalité, l'organisation, l'administration autour du soin, quoi. Prenons l'exemple d'un adolescent leucémique. D'un coup, il est fatigué, il a quelques taches, et puis il saigne un peu de la bouche, et puis on lui fait une prise de sang. On dit tu as une leucémie, qui est potentiellement mortelle. Il va guérir. Mais il va être hospitalisé, allez, 1 année. Il va redoubler. Il va perdre ses copains. Il va avoir des doutes sur sa sexualité. Il va devenir insupportable, tirant des bénéfices secondaires d'avoir risqué disparaître par rapport à ses parents. La rivalité fraternelle va être aboutie. Il a même bénéficié du don de moelle de son frère qui est compatible. Sans son frère, il ne vivait pas. Et son frère est donc en situation supérieure. Je t'ai fait naître alors que tu es mon frère. Et vraiment, la réhabilitation est essentielle. Essentielle. Le cliché, ça serait une organisation de soins standardisée, quoi. Un ordinateur, quoi. Alors que vraiment, un jour ou l'autre, il faudra qu'on comprenne qu'en médecine, se prescrire, c'est plus important que prescrire, quoi. Avoir de l'empathie sensible, souffrir avec celui qui souffre, presque adopter sa maladie alors qu'on ne l'est pas. Je reste très très accroché à l'idée du colloque singulier, de la rencontre avec la personne malade pour un hôpital qui est un cinéma, une galerie marchande, que tu puisses accrocher tes tableaux dans ta chambre à l'hôpital, que tu puisses écrire des trucs, que tu ne sois pas réveillé à 5 h du matin pour la température et la tension, tu vois, quand tu as été opéré, que tu as mal et que tu souffres. Enfin, un hôpital du désordre, quoi. Vous avez devant vous quelqu'un qui a fait opérer 500 ours en peluche, quand même. Donc ça ne s'invente pas. En 1976, j'étais chef de clinique et j'avais décidé que les chirurgiens devaient opérer un ours en relation avec l'enfant pour qu'il ait moins mal pendant son intervention et l'anesthésie. Donc on a opéré 500 ours. Et de cette histoire un peu baroque, où j'étais donc la personne qui faisait opérer les ours, j'ai souvenir d'un petit garçon assez fabuleux. On avait fait une émission sur la 5 et je rentre dans la chambre en chirurgie infantile et le petit garçon me dit « Je te connais toi, je t'ai vu à la télévision ». Mais attention, mon ours, tu l'opères pas, hein, je veux pas que tu l'opères. Ça, c'était, je trouve, génial. Voilà un garçon qui n'avait rien à foutre du jeu à l'hôpital, mais qui protégeait son ours, qui lui n'était pas malade alors que lui devait être opéré. Si j'avais une fiction, je mettrais en scène un robot malade ou en psychothérapie. Et je montrerai que le robot n'est pas accessible à la psychothérapie, quoi. Je montrerai vraiment que... Alors on aurait vraiment un robot avec, par exemple, des cellules neuronales puissantes, des scissures, une plasticité cérébrale. Il aurait même une plasticité cérébrale, sauf qu'il n'aurait pas l'historicité, le passé de l'être humain. C'est-à-dire, je mettrais un robot, puis après un vieux grand-père qui, lui, serait très accessible à un soin psychique.